leurs militants qui viennent par exemple de fonder une association, les autorités locales ne les connaissent pas et donc ne veulent pas prendre le risque d'être blâmés ou d'être rappelés à l'ordre par le ministère de l'Intérieur. Donc des dizaines et des dizaines d'associations toutes les semaines au Maroc depuis juillet, soit ils ne reçoivent pas le récépissé donc quand ils déposent donc leur statut auprès des représentants du ministère de l'Intérieur, soit ils ne reçoivent pas de récépissé quand ils renouvellent leur bureau. Et moi, personnellement, je connais plus de 10 cas, mais juste par mes contacts personnels à travers le Maroc, mais toutes ces informations n'arrivent pas aussi à la presse, parce que la presse, notamment la presse écrite, est contrôlée, on peut dire, à 80% par le régime aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas, par exemple, en l'an 2000. En 2000, c'était tout à fait le contraire. Peut-être 30% étaient contrôlés par le régime. Et je veux dire, quand je parle de 30%, c'est-à-dire le nombre des copies lues, tous journaux confondus, je parle de la presse écrite. Vous savez aussi que la presse électronique, le régime a fait beaucoup d'efforts pour essayer de la contrôler, par l'achat notamment, et parmi les plus importants sites d'information au Maroc ont été achetés par des gens soit proches des services secrets, soit des hommes d'affaires ou des femmes d'affaires proches du régime, et qui la contrôlent en contrôlant les finances. Et aussi bien sûr par l'argent de la publicité qui est en très grande majorité dominé par le régime et contrôlé par les services secrets aussi, qui mettent une liste noire des journaux ou des sites électroniques qui ne doivent pas recevoir la publicité. Et vous savez que 80% des sources de la presse, c'est la publicité. Un journal ou un site électronique ne peuvent pas vivre sans argent de publicité. Il y a donc cette régression des droits humains au Maroc. On ne sait pas pourquoi, mais moi personnellement, en tant qu'observateur, je crois que le régime marocain a décidé de mettre une fin définitive à la dynamique lancée par ce qu'on a appelé le printemps arabe au Maroc, au moment du 20 février. Et c'est parce que tout simplement cette dynamique fait peur au régime, et le régime a peur qu'un jour ou l'autre la mayonnaise prenne de nouveau et que les gens vont descendre dans la rue de nouveau pour revendiquer et pour actualiser donc les revendications du mouvement du 20 février dont l'écrasante majorité n'ont pas été satisfaites en 2011. Il y a aussi un autre moyen de lutte, surtout depuis 2011, parce que le régime a beaucoup souffert des médias alternatifs, de l'Internet, des réseaux sociaux. Et donc le régime essaie de dominer maintenant aussi cette sphère-là, et il essaie surtout de porter beaucoup de tort à ceux qu'il considère comme les têtes pensantes ou comme les activistes leaders, en faisant tort donc à leur réputation. Et donc le régime a fondé plusieurs sites à travers les services secrets et à travers donc l'argent public, ou à travers aussi des hommes d'affaires proches du régime. Et ils ont fondé des sites d'information qui se disent indépendants, mais en fait qui sont manipulés par les services et dont le principal objectif est d'attaquer les têtes pensantes, les gens indépendants, tous ceux qui souvent prennent l'initiative. Et donc vous allez trouver tous les jours des attaques contre, par exemple, les dirigeants de l'AMDH, en les traitant comme des suppôts de l'étranger, comme recevant des millions et des millions d'argent pour suivre un agenda étranger. Vous allez trouver des attaques contre Ali Hanouzla, comme quoi il a fait ça ou ça. Et tout est faux, bien sûr. Tout est faux. On donne des informations qui viennent des services secrets et dont l'objectif est de faire tort à l'honneur et à la réputation de militants des droits humains, de militants politiques indépendants du régime. Et quand vous portez plainte, ça ne mène jamais à rien et vous pouvez même être condamné. Ali Hanouzla a porté plainte et il vient d'être condamné il y a 2 ou 3 mois parce qu'il a porté plainte contre les services secrets en disant que ce sont eux qui mènent cette campagne contre moi.
Il y a donc, avant de passer donc au mouvement étudiant et au mouvement des intellectuels marocains pour la liberté et les violences qu'ils ont subies, je rappelle que l'assassinat politique c'est une pratique très répandue et depuis toujours dans l'histoire. C'est comme si on veut, surtout contre les intellectuels, c'est comme si on veut éteindre une lumière qui montre le chemin et qui sait donc par cette force-là rassembler les gens, leur montrer le chemin, leur donner l'espoir, analyser la situation, jouer le rôle de meneur, etc. Et là, je peux vous donner donc soit c'est mené par les régimes, soit par des mouvements obscurantistes, soit fondamentalistes religieux ou ultranationalistes. Vous savez, par exemple, en France, au début même de la Première Guerre mondiale, le socialiste le plus brillant et l'un des intellectuels français les plus brillants à l'époque a été assassiné. Je parle bien sûr de Jean Jaurès, mais je peux aussi, à la même époque, rappeler l'assassinat de Rosa Luxembourg. Je peux rappeler aussi l'assassinat de Abdelkrim Camara, qui était le chef d'un autre UNEM, c'est l'Union nationale des étudiants du Mali, hein, qui a été assassiné donc par la dictature malienne de Moussa Traoré. Je rappelle l'assassinat de Steve Biko, donc dans les années 70, donc à la même époque que Abdelkrim Camara en Afrique du Sud, et ainsi de suite. Par exemple, l'un des derniers crimes de la dictature de Kadhafi est l'assassinat de Daïf El-Ghazal, qui est le bon nom, qui était un poète et un écrivain et un intellectuel libyen très brillant. Et parce qu'il, bien sûr, parce qu'il parlait, il portait cette parole de vérité et de liberté, on lui a coupé sa langue et on l'a enterré debout. Donc c'était juste en 2006 et ça a mené au moins du côté de l'UNESCO. Il y a eu une condamnation donc, de cet assassinat mené par les sbires de Mouammar Kadhafi contre un intellectuel qui avait une trentaine d'années. Il y a bien sûr d'autres assassinats de partout dans le monde. Aussi le mouvement colonialiste a su avoir aussi ses propres donc, victimes en tant qu'intellectuels. Mais vous savez que les intellectuels, souvent, disons les centres de concentration d'intellectuels, ce sont souvent les universités. Et c'est pourquoi les universités au Maroc et le campus, les étudiants, les intellectuels vont être l'une des principales victimes du régime de Hassan II et aussi du régime colonialiste. Parce que les intellectuels, souvent, surtout les jeunes, ils sont encore très idéalistes, ils ont encore beaucoup d'énergie, ils n'ont pas encore de responsabilité donc, familiale et donc ils sont un peu assez libres pour pouvoir mener, et ils ont aussi le courage physique et intellectuel pour pouvoir affronter un régime dictatorial ou des mouvements fondamentalistes obscurantistes, et c'est pour ça qu'ils tombent donc victimes. Donc à cause de cet activisme, de cette clairvoyance et de ce courage, ils sont souvent réprimés, et cela même avant la colonisation au Maroc. Je vous rappelle par exemple, il y avait un intellectuel réformiste avant même la colonisation qui s'appelle Abdelwahid Ben El-Mouaz, qui est un réformiste, un faqih réformiste. Plus tard, il est devenu un faqih réformiste très connu. Mais vous savez, ce jeune-là, qui avait une vingtaine d'années, donc à la fin du 19e siècle, avant même le 20e siècle et avant la colonisation, a essayé d'organiser les esclaves contre le régime de Hassan Ier. Imaginez, à la fin du 19e siècle. Et pour ça, il a été arrêté et il est resté en prison très 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 longtemps avant qu'il y ait une intervention de gens forts à l'époque dans la tradition de l'élite traditionnelle qui ont pu donc arracher sa libération. Aussi dans le mouvement pour l'indépendance du Maroc et du moins au début à la résistance donc à la conquête, les intellectuels et les étudiants vont jouer un rôle très important. Tout d'abord en France, ceux qui faisaient leurs études en France, ils ont organisé les premiers noyaux donc, de lutte pour l'indépendance du Maroc dès les années 20, c'est-à-dire une dizaine d'années après donc la tombée du Maroc sous la colonisation hispano-française. Et parmi eux, donc des jeunes étudiants à l'époque, il y avait une vingtaine d'années, par exemple Ahmed Balafrej qui est né en 1907,
dès 1926, il était le président de l'Association des étudiants musulmans de l'Afrique du Nord en France. Il avait 21 ans. Donc ce fait-là, qu'il avait donc une vingtaine d'années, ce fait-là que les jeunes soient aussi engagés, aussi courageux, a toujours fait peur au régime autoritaire, qu'il soit de colonialiste ou qu'il soit nationaux. Et bien sûr, la majorité de ceux qui ont commencé à lutter pour l'indépendance du Maroc, je veux dire d'une manière pacifique, c'était des étudiants. Par exemple, si on prend le premier grand mouvement pour l'indépendance du Maroc, un mouvement urbain donc pacifique, c'était des gens d'une vingtaine d'années qui le dirigeaient. Al-Fassi est né en 1910, en 1930, donc dans le mouvement qu'on a appelé plus tard, qu'on a appelé à l'époque donc Daher Beper. Il était parmi les meneurs aussi en France et au Maroc. Hassan Ouazzani, qui est aussi né en 1910 et en 1930, il était déjà leader. Et il va fondre à l'âge de 23 ans le premier journal nationaliste donc dans le Maroc français de l'époque. Donc souvent ce sont des jeunes, et c'est pour ça qu'ils gênent beaucoup le pouvoir, et ils gênent les mouvements, ces rétrogrades qui veulent d'une certaine façon aseptiser, pasteuriser la société pour qu'ils n'avancent pas sur la voie de la liberté et de la démocratie. Aussi, quand on revient au mouvement, par exemple, d'opposition au régime dictatorial de Hassan II, les jeunes et les étudiants vont jouer un rôle très important. Même l'Union nationale des étudiants du Maroc, à partir de 1963, va devenir la principale, donc le fer de lance de l'opposition contre la dictature de Hassan II. Et c'est pourquoi ces dirigeants seront condamnés parfois donc à des peines dépassant les 20 ans de réclusion criminelle, bien sûr, pour des raisons tout à fait politiques. Pour revenir donc au rôle des étudiants, l'Union nationale des étudiants du Maroc a été fondée en 1956, et bien sûr tout le monde voulait le tirer vers lui. Et donc le prince héritier à l'époque, Hassan II, donc du temps de son père Mohammed V, était présent lors de la première grande réunion pour la mise en place de ce syndicat qui va jouer un rôle très important dans la lutte pour la liberté au Maroc. Et donc Hassan II, dès la fin des années 60, s'est rendu compte que le campus, donc les universités, donc les enseignants en tant qu'intellectuels, mais aussi les jeunes étudiants, représentait le principal danger politique et idéologique. Politique parce que tout simplement l'opposition s'est concentrée de plus en plus à l'université parce que les partis politiques ont été détruits, le mouvement syndical a été domestiqué, le mouvement syndical de nature ouvrière a été domestiqué, donc il ne restait que l'université. Et donc Hassan II pensait à un moyen de contrôler contre l'université. Donc il y avait bien sûr la répression et l'intervention policière presque permanente contre les étudiants et les enseignants dès les années 60, mais il y avait aussi, parce que ça représentait donc de ce côté-là, ça représentait un danger politique, mais elle représentait aussi un danger idéologique. Un danger idéologique parce que l'université, c'est quand même le principal foyer de modernisation des esprits. On est d'accord. Et la modernisation des esprits, ça veut dire que la légitimité traditionnelle de la monarchie va être bâtie en brèche, donc par ces nouvelles générations éduquées à l'université, et qui donc ne pensent plus que le roi est un shérif, et que shérif, c'est-à-dire descendant du prophète, et ayant des pouvoirs surnaturels, comme faire tomber la pluie. Et ça a été très diffusé par les médias officiels, et jusqu'à aujourd'hui, que c'est le roi, grâce à son intercession auprès du ciel, qu'il puisse faire tomber la pluie. Et ça, c'est une croyance qui était très populaire jusqu'à il y a 10-20 ans. Hein? Et donc, la majorité des Marocains, en tant que croyants et en tant que tout simplement membres d'une société tout à fait traditionnelle, où la sécheresse, vous savez, le Maroc est un pays surtout paysan, mais en même temps, c'est un pays qui souffre depuis des siècles de la sécheresse, d'une sécheresse récurrente. Et donc, le sultan, en tant que sauveur, en tant que symbole de fertilité, c'est une croyance d'ailleurs pré-islamique, donc en tant qu'intercesseur auprès donc, du ciel pour que la pluie tombe, c'était très favorable, si vous voulez. Ça renforçait la légitimité qu'on appelle hagiographique,
ça n'a pas de rapport direct avec l'islam moderne, avec l'islam des ulama, si vous voulez. Ça, c'est le commandeur des croyants qui joue. Le fait que le roi soit shérif, c'est ça qui lui donne beaucoup de légitimité sur le plan populaire, parce que les gens populaires ne savent pas ce que ça veut dire commandant des croyants, mais ils savent bien qu'est-ce que ça veut dire shérif, c'est-à-dire un descendant donc, du prophète qui a des pouvoirs surnaturels, qui peut, si jamais on lui désobéir, si jamais le peuple lui désobéit, il peut donc faire du mal à la population en lançant, si vous voulez, une sorte de sort quoi, contre eux, et ça allait amener. Et donc ça faisait vraiment peur à la population. Et j'ai vu des gens pleurer quand d'autres critiquaient, par exemple, le roi dans les années 70 et 80, parce qu'ils ont peur de cette punition divine venant du roi, parce que le roi n'est pas content de son peuple, etc. Donc cela était battu en brèche par ce centre, ce foyer de modernisation des esprits qui est l'université. Or, le Maroc avait besoin, bien sûr, de formation technique, d'ingénieurs, de médecins, etc. Et l'État ne pouvait pas quand même tout simplement fermer les universités. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, eh bien, on va essayer d'enlever les matières, les disciplines qui ouvrent le plus l'esprit et qui ont un impact idéologique fort. Donc, les sciences sociales. Et donc, Hassan II, le régime de Hassan II, en 1972, va fermer l'un des meilleurs centres, d'ailleurs, en Afrique, de sociologie et d'anthropologie. Et donc, il a fait fermer le centre d'études sociologiques à Rabat. Et ils ne l'ont pas fait par hasard. Et d'ailleurs, ils étaient très clairs, parce qu'il fallait quand même dire à l'élite gouvernante pourquoi ils le fermaient, pour leur donner aussi un signe comment il faut lutter contre tout ce qui est intellectuel et tout ce qui ouvre l'esprit des gens, tout ce qui peut désacraliser la personne du roi. Donc, Ahmed Alaoui, qui est le cousin du roi, et qui était un sort pendant un certain temps, et c'était comme le porte-drapeau idéologique du régime de Hassan II, il a dit dans un édito, tout simplement, dans le matin, qu'on a fermé donc ce centre de sociologie, parce que la sociologie et les sciences sociales ne créent que des agitateurs. Donc il était clair pourquoi il le fermait. On sait à partir de la fin des années 70, toutes les universités qui vont être donc fondées à partir de la fin des années 70, on va éliminer la philosophie et les sciences sociales. Et ils vont être remplacés par des études islamiques traditionnelles, pas les sciences religieuses comme ils sont étudiés dans les universités européennes, non, pas du tout. C'était les études islamiques de façon traditionnelle pour renforcer la légitimité donc religieuse du roi au sein des nouvelles classes modernes, instruites, etc. Et tout simplement, ils se rendent compte 20 ans plus tard que cela a créé l'islamisme, et que l'islamisme peut devenir encore plus dangereux pour le régime, sur le plan politique, si ce n'est sur le plan idéologique. Et du coup, avec à la fin des années 90, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent c'est très difficile politiquement, ils ne peuvent pas tout simplement fermer les études islamiques en tant que département partout au Maroc, parce que toutes les universités, je vous ai dit, les études islamiques ont remplacé la philosophie et la sociologie. Et on est arrivé donc au début des années 2000 que la moitié des thèses ont été soutenues dans cette matière qui est les études islamiques et qui est faite d'une façon très traditionnelle, et on n'apprend pas grand-chose, on n'apprend pas l'esprit moderne, des temps modernes, etc. etc. Mais qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils y sont, parce que l'islamisme est devenu un danger pour la monarchie, ils essaient maintenant de revenir en arrière et de renforcer la philosophie dans le lycée et dans le secondaire. Mais tout simplement, il n'y a pas d'étudiants qui ont la maîtrise en philosophie. Donc, par exemple, il y a quelques années, il y avait toutes les matières, il y avait 200 postes au Maroc, toutes les matières pour le lycée, mais il y avait 500 postes pour la philosophie. Tout simplement, ils se sont rendus compte qu'il vaut mieux une gauche contrôlée, bien sûr, une gauche entre guillemets, c'est-à-dire des laïcs, etc., qui peuvent être contrôlés par le régime, que des islamistes qui peuvent lancer des mouvements comme Daesh ou comme d'autres mouvements qui peuvent représenter, bien sûr, un danger pour le régime, pour vous dire que les choses sont compliquées
et que ça dépend des périodes et que le régime essaie de contrôler l'université à travers beaucoup de moyens, y compris par la violence. Et donc les étudiants ont été l'une des principales victimes du régime de Hassan II, avec les arrestations, la torture, parfois les leaders du mouvement étudiant sont condamnés à 20 ans de prison, etc. Mais il y a aussi le fait qu'il renforce les clivages politiques. Les services sont présents au sein de toutes les organisations, au sein de l'université. Et donc, l'un des moyens de contrôle et d'affaiblissement du mouvement étudiant et du mouvement intellectuel en général et d'opposition, ils essayent de renforcer les clivages idéologiques au sein du mouvement étudiant et les autres mouvements. Par exemple, durant les années 60 et les années 70, le régime va essayer de renforcer par la propagande politique, mais aussi par les agents présents à l'université et dans le mouvement étudiant lui-même, parce qu'il y a toujours des agents secrets, vous ne pouvez pas l'empocher. Bastari lui-même était membre de l'UNEM, Driss Basri, qui va être le plus grand ministre de l'Intérieur du temps de Hassan II. Ils vont essayer de renforcer, je vous ai dit, pendant les années 60-70, ils vont surtout concentrer sur le clivage entre gauche anti-impérialiste et gauche nationaliste, en disant que la gauche anti-impérialiste, c'est des traîtres parce qu'ils disent que le Sahara n'est pas marocain. Or, une bonne partie d'eux, ils ne disaient pas que le Sahara n'était pas marocain. Il y avait une division d'ailleurs au sein de la gauche radicale entre ceux qui disaient la marocanité du Sahara et ceux qui disaient qu'il faut l'autodétermination, etc. Mais quand même, ils concentraient sur ça en disant aux nationalistes qu'il ne faut pas travailler avec ces gens-là qui sont des traîtres, etc. C'est juste pour aller vite. Durant les années 80, quand les islamistes commencent donc à intervenir à l'université, à être à présent à l'université, le régime va bien sûr essayer d'utiliser et de renforcer ce clivage entre islamistes et laïcs en poussant parfois au massacre réciproque entre les deux mouvements d'étudiants au sein du campus marocain. Donc il faut que les étudiants soient conscients de ce fait-là, que le régime, bien sûr, manipule les clivages à l'intérieur de toutes les sphères de la société, mais surtout à l'intérieur de l'université, parce que l'université a toujours représenté quelque chose d'important pour l'avenir des nations, du fait qu'elle crée l'élite et donc les administrateurs, les gouvernants et les leaders de demain. Et je vous donne quelques exemples de l'histoire, par exemple, du mouvement étudiant et comment le régime a essayé de manipuler, même jusqu'aux mouvements les plus radicaux et les plus oppositionnels et les plus sincères contre le régime. Par exemple, le 17e congrès qui a été un échec, qui a eu lieu pendant l'été 1981, en même temps, Hassan II était en train de changer sa politique vis-à-vis du Sahara. Donc il y avait en même temps, en 1981, donc durant l'été 1980, il y avait donc le congrès du 17e, le 17e congrès donc, de l'Union nationale des étudiants du Maroc, réunissant toutes les universités et les représentants aussi de la communauté étudiante à l'étranger. Et la majorité était représentée par ce qu'on appelait à l'époque la gauche du l'ICFP et donc les étudiants proches du mouvement Il el-Amam et du mouvement 23 mars qui étaient à peu près à 80%. Ils étaient donc, les représentants donc élus dans ce congrès étaient donc divisés en deux avec une majorité relative pour les étudiants donc de la gauche radicale. Et comme il y avait donc la conférence de l'OIA, donc de l'Organisation de l'Unité africaine, en même temps au Kenya, malgré qu'il y avait une crise et le congrès devait juste durer 3 jours, mais le régime lui a permis de durer à peu près plus de 10 jours pour que les luttes continuent au maximum entre ceux qui disent l'autodétermination pour le Sahara et ceux qui disaient non, la marocanité du Sahara à 100% et on ne peut pas discuter ça. Et comment le régime peut utiliser même les gens les plus radicaux contre lui pour ses propres fins, parce que bien sûr c'est une dictature, ils ont les médias avec eux et ils ont toute la possibilité donc de manipuler et de donc profiter de tous les clivages dans le mouvement démocratique marocain. Aujourd'hui, dans l'université, donc quand je dis aujourd'hui, durant les dernières 20 années, il y a plusieurs clivages donc, qui traversent le campus marocain militant.
Il y a par exemple souvent le mouvement Amazigh qui s'oppose au mouvement sahraoui. Et parfois, on a vu de véritables crimes à cause de ces contradictions au sein de l'université, bien sûr utilisées et manipulées par le régime. Parfois, ça vient des étudiants tout simplement, parce que notre société n'est pas encore une société démocratique. Vous savez, on a condamné un étudiant à carrément l'ablation de ses pieds à l'université de Marrakech. Et ces étudiants-là ont essayé, par une hache, d'enlever les pieds à un étudiant. Et il en est resté infirme pour la vie. Il y a eu bien sûr aussi les assassinats politiques durant les dernières 20 années ou les dernières 25 ans, comme donc ce jeune très brillant à l'époque, parce qu'il représentait un danger intellectuel et qui a été assassiné. Et bien sûr, le régime utilise ces assassinats-là pour dire que eux, c'est vos ennemis, et il dit aux autres aussi, vous, c'est les ennemis de votre, c'est du pain béni pour lui. Mais je vous ai dit encore dernièrement, il y a deux années, un étudiant fut condamné à l'ablation de ses pieds et on a failli lui enlever les 2 pieds et il est resté infirme. Il y a aussi, bien sûr, les luttes toujours entre islamistes et basistes. Maintenant, les basistes, il y a plusieurs de très nombreux courants au sein de l'université qui se réclament du basisme, c'est-à-dire d'un mouvement radical de gauche, et il y a des luttes continues, et plusieurs associations, donc souvent de gauche, ont essayé d'intervenir donc à l'université pour calmer un peu les esprits, pour dire à tout le monde que la seule façon pour lutter pour la démocratie et la liberté, c'est que vous puissiez vous respecter les uns les autres, ou au moins respecter la vie de l'autre, et la vie dans les deux sens, avec L', et la vie vitale. Et seulement le régime n'est pas du tout favorable, et la police politique essaie par tous les moyens donc d'arrêter donc ce mouvement d'intervention qui vient de la société civile pour essayer de calmer le jeu au sein de l'université. Et donc l'un des derniers incidents a eu lieu donc fin avril 2014, quand des gens venant de tous les courants essayaient donc d'organiser un événement intellectuel au sein de l'université de Fès, et la police se retire de l'université alors qu'il y avait une tension, et il y aura bien sûr une autre victime qui s'ajoute à la liste des victimes au sein de l'université marocaine. Cela a eu lieu juste il y a une dizaine de mois. Enfin, je pense que la seule solution pour mettre fin aux violences au sein de l'université, cela ne peut pas avoir lieu sans un véritable campus qui est respecté, où il n'y a pas d'intervention de la police, ni la police politique, ni la police ordinaire, et que le mouvement étudiant essaye de s'entendre sur un cahier de charges qui organise les relations entre les différentes composantes du mouvement étudiant. Voilà, merci. C'est juste une introduction et débat, et je suis prêt à participer à ce débat. Merci beaucoup.